Mesdames et messieurs, bonjour. Le 1er mars dernier, le gouvernement malien a signé à Alger avec une partie des groupes armés du nord du pays un accord de paix et de réconciliation pour mettre fin aux années de violence. Mais cet accord signé après 8 mois de négociations et qui a valeur d'une boussole crédible et efficace vers la paix. Selon le ministre algérien des Affaires étrangères, Amtan Lamara, chef de file de la médiation internationale dans ce dossier, n'a pour l'instant pas reçu l'approbation de la coordination des mouvements de l'Azawad. Une coordination qui regroupe plusieurs groupes rebelles comme le Mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA. Un petit rappel historique nous permet que l'Azawad est un territoire presque entièrement désertique situé dans le nord du Mali et qui est l'objet d'une aspiration à l'autonomie depuis 1958. Après l'indépendance du Mali, cette aspiration a pris la forme de rébellion Touareg en 2012, une nouvelle insurrection déclenchée par le MNLA qui a réclamé l'indépendance de la zone couvrant intégralement les 3 régions du nord du Mali, à savoir le Kidal, le Tombouctou et le Gao. Profitant donc du coup d'État qui a renversé en mars 2012 le président malien Amadou Toumani Touré, le MNLA a unilatéralement proclamé le 6 avril 2012 l'indépendance de l'État indépendant de l'Azawad. Mais cette prétendue déclaration d'indépendance a été immédiatement rejetée par l'Union africaine, la CEDEAO, la communauté internationale. S'en a suivi alors une chaîne de violence qui a déstabilisé pendant des années le nord du Mali. L'accord de ce 1er mars appelle donc à reconstruire l'unité nationale du Mali sur des bases novatrices qui respectent non seulement son intégrité territoriale, mais tiennent également compte de sa diversité ethnique et culturelle. Mais la grosse interrogation est de savoir la valeur d'un accord signé dans la principale, sans du moins la principale coordination des mouvements de l'Azawad. Cette interrogation sera débattue dans ce magazine Sika Infomag consacré à l'analyse de l'actualité africaine et mondiale. Mais avant, voici le flash d'information de ce jour. En Côte d'Ivoire, le parquet général a requis ce mardi 10 ans de prison contre Simone Gbagbo, accusé de participation à un mouvement insurrectionnel, et 5 ans de prison pour Michel Gbagbo. Le fils de l'ex-président Laurent Gbagbo, l'ex-première dame, s'est montré impassible à l'énoncé des réquisitions. Au Mozambique, meurtre d'un universitaire franco-mozambicain critique du pouvoir. L'avocat et universitaire Gilles Sistak a été abattu par balle ce mardi en plein centre de Maputo, la capitale. Ce crime, condamné par le gouvernement, est dénoncé comme un assassinat politique par l'opposition dont il était proche. Au Burkina Faso, le président Michel Kafando a exhorté ce mardi ses compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales et à voter aux élections d'octobre prochain afin d'éviter de se voir imposer des dirigeants irresponsables. C'était au cours d'une cérémonie marquant le lancement de la révision des listes électorales dans le nord du pays. Notre débat de ce jour dans Sika Infomag est consacré à l'accord de paix et de réconciliation pour mettre fin aux années de violence dans le nord du Mali. Quel poids peut-on donner à cet accord qui n'a pas été signé pour l'instant par la coordination des mouvements de l'Azawad? Avant de lancer les discussions, voici le générique qui annonce l'ouverture du débat. Pour débattre du sujet qui nous intéresse ce jour dans ce numéro de Sika Infomag, j'ai sur ce plateau 2 invités. Il s'agit d'abord de Arimi Choubadé. Il est éditorialiste et directeur de publication du journal Nokwe au Bénin. Arimi Choubadé, bonjour. J'ai également sur ce plateau Guy Constant Eoumi. Il est président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin, l'ODEM Bénin. Guy Constant, bonjour. Bonjour Joël. Alors ma première question s'adresse à Arimi Choubadé. Dimanche dernier à Alger, la communauté internationale a unanimement salué la signature du projet d'accord de paix au Mali. Seulement, la coordination des mouvements de l'Azawad a refusé de parapher le test, exigeant un peu plus de temps pour consulter les populations sur le terrain. Alors selon vous, est-ce un mauvais présage? Oui, cela procède de turpitude de cet accord. Vous n'êtes pas sans savoir que les premières rondes ont eu lieu à Ouagadougou. Et à l'époque, c'était beaucoup plus le gouvernement malien qui était boudin, parce que jugeant qu'on accordait un peu trop la part belle au mouvement rebelle. Maintenant, on est dans une autre capitale. L'Algérie n'est pas une puissance neutre dans la crise du Nord Mali. Et là, ce sont les mouvements rebelles qui ne semblent pas
très prêts à aller à l'accord. Alors donc, ça veut dire que les intérêts se jouent toujours, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie ne veut pas accepter à ses frontières n'importe quel accord ou pour sa propre sécurité. Et alors, donc, dans ces conditions, les mouvements rebelles, quand vous prenez très bien, en fait, aller consulter, c'est un prétexte, parce que eux, ils savent très bien que ils peuvent compter sur d'autres puissances également, notamment la France, qui dès le début demandait même au gouvernement malien d'accepter d'accorder de l'aide prérogative au mouvement rebelle. Alors donc, nous sommes dans une problématique où peut-être se joue entre la petite guerre entre les puissances qui ne sont pas du tout neutres dans cette affaire. La France a ses intérêts à défendre, et puis l'Algérie également. Oui, mais quels peuvent être les intérêts de l'Algérie? Oui, l'Algérie sait très bien que ce qu'on va installer à ses frontières, il faudrait que ça puisse lui garantir sa sécurité. Ce qui n'est pas le cas. Bon, pour l'État malien, c'est avoir tout son territoire réunifié d'une manière ou d'une autre. Mais vous avez vu dès le départ que la France, je me souviens très bien de Juppé qui disait à ATT qu'il n'était pas question d'aller faire la guerre contre les mouvements rebelles et de toutes les façons de voir avec eux les accords d'autonomie qu'on pouvait avoir pour... Alors donc, l'un dans l'autre, est-ce que le gouvernement français pensait pouvoir mieux maîtriser ces rebelles qu'ils ont, parce qu'ils sont pions sur rue à Paris, et entre-temps à Ouagadougou également. Alors, donc, vous voulez dire que les rebelles ont des soutiens depuis l'Hexagone? Oui, tout à fait. Vous les voyez, non, sur les plateaux, vous avez vu plusieurs fois. Des télévisions françaises. Tout à fait. Ils ont des représentations assez visibles à Paris, et leur message était audible pour tout le monde. Alors, donc, dans ces conditions, l'État malien ne peut qu'être assez méfiant vis-à-vis de cette bienveillance de la puissance française. Et même au début de la crise, quand les forces armées maliennes avaient voulu déloger les rebelles, ça n'a pas été facile. Alors, je me souviens très bien que dans plusieurs capitales ouest-africaines, des commandes d'armes et de munitions maliennes avaient été bloquées, littéralement bloquées, et dans des pays francophones. Et il y a eu les épouses de militaires à l'époque qui manifestaient pour qu'on accorde beaucoup plus de moyens à leur mari, parce qu'on sentait très bien qu'il n'y avait pas une volonté d'aller à la confrontation avec le mouvement rebelle. Et on a senti d'ailleurs la main de la France, puisque Juppé lui-même a fait la tournée de la sous-région pour dire très clairement à ATT, pas question de lancer la guerre. C'est vrai qu'à temps, la position de la France a évolué. Bon, et là... La participation des djihadistes, la France a estimé nécessaire de frapper. Tout à fait, voilà. Alors, nous allons y revenir. Alors, Guy Constant et Oumi, vous pensez que c'est un accord mort-né? Bon, je crois quand même qu'il y a un grain de sable dans cet effort de 8 mois pour aller à la paix. Et si le MNLA n'est pas là, et moi je pense quand même qu'il y a encore du chemin à faire. Parce que tout simplement, on ne peut pas faire cet effort-là et penser que nous allons à un accord pendant que l'Azawad soit en retrait. Je pense que tout le monde doit pouvoir focaliser sa démarche sur eux pour les amener quand même à la raison, parce qu'il en est temps. Je crois que l'Afrique doit pouvoir quitter ces sentiers de feu que moi je pense, toute proportion gardée, alimentés par des puissances qui ne veulent pas que l'unité y soit. Parce que la partition d'un pays profite quand même à des gens. Nous ne fabriquons pas les armes en Afrique. Ça vient de quelque part. Oui, mais au-delà de tout, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bien que l'État malien accorde cette autonomie au mouvement rebelle du nord du Mali? Parce que le Mali est très grand, difficile à gouverner. La partition d'un État n'est pas facile à digérer. Et il faut peut-être voir les questions de culture aussi, et il faut voir peut-être, on ne sait jamais quelles seraient les envolées ou bien les relances, les conséquences de cet état de fait. Si par exemple, si ces mouvements-là arrivaient à obtenir la partition, ça veut dire que d'autres mouvements peuvent naître ailleurs et avoir les mêmes conclusions peut-être. Parce qu'ils réclameront la même chose. De gestion. Oui, c'est pourquoi je pense quand même que du côté du gouvernement comme du côté des rebelles,
il faut peut-être savoir raison garder et voir quel est l'intérêt. Parce que quelque part, je ne pense pas savoir que jusque-là, on nous dise d'où est-ce que c'est parti la crise. Quelle est la cause profonde? Oui, mais on sait que la demande d'autonomie ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis 1958. Tout à fait. Bien avant l'indépendance du Mali. Maintenant, si ils demandent l'indépendance jusqu'ici, on n'a pas obtenu, il faut peut-être voir si la solution, évidemment qui doit éviter d'aller à tout ce que l'on fait jusque-là, doit pouvoir être d'accepter que certains se retrouvent une souveraineté pour que tout se calme, pourquoi ne pas aller là? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui aussi, nos différentes frontières ont été imposées à un temps donné. Avant qu'on ne dise le Bénin, le Mali et autres là, il y a eu quand même certaines situations. S'il doit avoir cela, il faut peut-être que nous puissions voir ce que c'est. Mais vous n'êtes pas sans savoir que même au niveau international, ça ne se fait pas aussi facilement. Le cas de la Chine est là. Et je pense quand même qu'il faut peut-être travailler. Il faut revoir la question et mieux l'analyser. Donc, je crois. Au clair, cet accord n'a pas encore résolu réellement le problème. Pas du tout. Ça n'a pas résolu. Le grain de sable qui est l'Azawad, qui n'a pas donné, son accord, je pense quand même que le problème reste presque entier. Parce que si jamais on force, je ne suis pas sûr qu'on puisse garantir la paix au Mali. Arimi Choubali, alors dites-nous pourquoi le gouvernement malien ne peut-il pas accepter simplement la partition et accorder la coordination des mouvements de l'Azawad cette autonomie? On peut y aller par gradation. Ça peut être juste une partie, juste une république dans une république. Non, je ne crois pas que le gouvernement malien est dans une posture. Hein, c'est presque naturel de vouloir conserver l'intégrité de son territoire. N'oubliez pas que le président de la République qui a été élu a prêté serment pour garantir, etc. Cela fait partie de la panoplie de toute république. Vous avez vu ce qui s'est passé au Soudan. C'est pas de gaieté de cœur que le Grand Soudan s'est débarrassé du Sud, etc. Et puis je ne crois pas que le Mali puisse avoir une grande influence dans ces négociations, parce que c'est un État fragilisé. Et vous avez vu tout le processus, un processus assez poussif du reste, qui a pu amener au pouvoir l'actuelle légitimité. Donc pour moi, ça se joue beaucoup plus entre les deux puissances, l'Algérie et la France. Alors donc, si on n'arrive pas à harmoniser, parce que on veut avoir, même si aujourd'hui on va à l'autonomie, pour l'Algérie, il doit avoir un contenu dans cette autonomie. Et pour la France, il y a également peut-être pas les mêmes contenus, parce que vous n'oubliez pas l'histoire entre ces deux pays-là, la France et l'Algérie. Alors donc, c'est clair que et puis en dessous de ça, vous avez des mouvements irrédentistes qui étaient sous-jacents depuis très longtemps et qui ne se limitent même pas seulement au Mali. On a vu ça au Niger, et puis après ils ont fini par trouver un terrain d'entente pour que toutes les communautés, parce que les communautés Touareg, mais il n'y a pas que les Touaregs dans cette histoire. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un groupe qui mène la danse. Il faudrait que au niveau de tous ces groupes-là, il faut trouver le moyen de les intéresser à une même cause. Oui, mais qu'est-ce qui peut amener l'État malien à refuser? Parce que, est-ce à dire que cette zone regorge de richesses? Qu'est-ce qui peut intéresser la France? Non. Oui, la France comment on appelle ça? La France veut rester maître de... Quand vous discutez même avec les Maliens, ils ont toujours l'impression que ce n'est pas eux qui géraient ce désert-là, et que ce désert-là était géré par les Français. On a eu, à plusieurs reprises, on a parlé même des essais nucléaires, bien sûr, voilà, des trafics de toutes sortes dans la zone. Et tout le monde avait été surpris de la manière dont la France était opposée à toute intervention dans cette région. Et au finish, c'est la même France qui, nuitamment, est allée là. Et avant même d'autoriser les troupes à venir, il y a eu d'abord des opérations, comme si c'était des opérations de nettoyage ou pour rendre un peu propre certains. Et jusque-là, il y a des zones qui ont été interdites à d'autres forces militaires que françaises. Alors donc, certainement, la France, pendant longtemps, avait presque géré cette zone-là toute seule. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, le MNLA et ses alliés attendent plutôt un quitus de la France avant de valider cet accord? Oui, je vous ai déjà dit que tous ces groupes ont été
je ne dirais pas instrumentalisé, mais ils ont beaucoup plus de la bienveillance du côté de la France. Donc, et pour les Algériens, c'est très clair. Ok, on va à l'autonomie, mais pas n'importe quelle autonomie. Oui. Alors, dites-moi, Guy Constant Oumy, très rapidement, un accord qui a été signé, cet accord qui a été signé a exclu également les groupes proches des djihadistes. Est-ce que vous pensez qu'on peut réellement avoir la paix dans ces conditions? On ne saurait avoir la paix. On ne saurait avoir la paix parce que un simple petit élément qu'on ne prend pas en compte là sera quelqu'un qui est en stand-by pour faire catapulter tout ce qu'on a fait jusque-là. Il est important de prendre... Il se peut qu'on puisse aller sur la base d'un accord en pesant les intérêts et en accordant un minimum d'intérêt à chacun pour qu'on puisse obtenir la paix. Et il ne faut pas se leurrer. La zone est économiquement propice. Quel intérêt on peut accorder aux djihadistes quand on sait qu'eux, ils réclament beaucoup plus la charia et ils sont disposés à placer des bombes un peu partout? Oui, tout à fait. Il faut peut-être montrer à ceux-là quand même que la bombe ne crée pas la paix. C'est beaucoup plus une tendance à mettre les gens en difficulté permanente, en une insécurité permanente et les amener plutôt à demander autre chose que cela. Et s'ils... Peut-être s'ils persistent dedans, il faut peut-être armer les autres forces pour que le moment venu, ils puissent savoir, et comment on dit, affaiblir cette tendance à avoir des bombes, parce qu'ils ne peuvent pas être les plus puissants de cette région-là. Mais je pense quand même qu'on ne peut pas établir les négociations pour la paix sur des réalités de ce genre-là. Et c'est peut-être qu'il faut aller plus profondément pour comprendre pourquoi les puissances étrangères continue de nous garder dans cet étau-là. Ce n'est que ça. Voilà, merci Guy Constant Oumy, merci à Rémi Choubadé. Madame, Monsieur, c'était le premier quart de Sika Infomag. Je vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. Merci de prendre le rendez-vous de l'économie sur Sika. Voici le sommaire. La bourse de Dar es Salaam pourrait accueillir 5 à 6 nouvelles entreprises en 2015, soit 2 fois le nombre de l'année dernière. Au Zimbabwe, les producteurs de tabac sont mécontents. Ils protestent contre les prix fixés qu'ils jugent décevants. La Chine, deuxième puissance mondiale, revoit ses ambitions à la baisse pour 2015. Elle prévoit une croissance réduite à environ 7%. À l'instant, les principaux titres à développer dans ce journal de l'économie. Bienvenue à tous. La bourse de Dar es Salaam devrait accueillir 5 à 6 nouvelles entreprises en 2015, soit 2 fois le nombre d'introductions réalisées l'an dernier. Selon des responsables de la bourse, il s'agit principalement des banques et des institutions de microfinance. 4 introductions se feront sur le marché secondaire et il est prévu 1 ou 2 introductions sur le marché principal, soit une hausse de 60 à 100% du nombre de nouvelles cotations par rapport à l'année 2014. Une année durant laquelle, il faut le préciser, 3 firmes ont rejoint cette place boursière. Précisons que la bourse de Dar es Salaam compte 21 sociétés cotées. Au Zimbabwe, les producteurs de tabac sont mécontents. Ils ont quitté la première vente aux enchères de la saison mercredi dernier. Ils protestaient contre le prix fixé qu'ils jugent décevant. Reportage. Ils sont mécontents, ces fermiers zimbabwéens, et ils ont choisi de troubler la cérémonie d'ouverture de la campagne de commercialisation du tabac. Ils dénoncent ainsi le niveau très bas des prix affichés dans les salles de vente aux enchères. Toute la matinée du mercredi, ils ont manifesté leur mécontentement, dénonçant notamment la chute soudaine des prix du tabac qui sont passés de près de 3,5 $ le kilo à l'ouverture de la séance à 0,06 $ le kilo en milieu de matinée. Ces fermiers accusent par ailleurs les salles de vente aux enchères de les exploiter. Les prix ne sont pas satisfaisants. Le tabac de ces gens, si on ne l'achète pas à 2 $. Suis-je censé retourner dans les champs? Je n'ai pas de dette et j'ai des enfants qui vont à l'école qui ne pourraient plus y aller.
Les ventes aux enchères ont repris dans l'après-midi de mercredi après l'intervention de la police anti-émeute. Plus de 190 millions de kilos de tabac en feuilles doivent faire l'objet d'une vente aux enchères dans les 4 grandes salles de vente du Zimbabwe durant la présente campagne de commercialisation qui se poursuit jusqu'en août 2015. La Mauritanie va vendre au Mali de l'électricité. Elle sera produite à partir du gisement gazier du champ de Banda qui permettra de produire dès fin 2015 près de 180 MW et à terme près de 320 MW dont une partie, c'est-à-dire le surplus, sera commercialisée vers les 2 pays voisins, notamment le Mali et le Sénégal. L'accord pour la fourniture d'électricité au Mali a été signé mardi dernier par les ministres mauritaniens et maliens de l'énergie. Cet accord va bien entendu renforcer l'intégration entre les 2 pays en matière d'énergie. La Chine revoit ses ambitions à la baisse. Elle prévoit une croissance réduite à environ 7% pour 2015. L'annonce a été faite par le Premier ministre chinois à l'ouverture des travaux de la session annuelle du Parlement qui mettront un frein à l'augmentation des dépenses militaires. Les détails. Le Premier ministre chinois est formel. Pékin ne pourra atteindre cette année ses objectifs de croissance. C'est ce qui justifie l'abaissement de 7% annoncé ce jeudi, un abaissement largement anticipé par les experts, alors que le géant asiatique connaît depuis 2 ans un ralentissement brutal de son activité économique. La Chine est en effet confrontée à d'intenses pressions déflationnistes nourries par une demande intérieure en berne et un affaiblissement des exportations. La hausse des prix à la consommation s'est établie à 0,8% sur un an en janvier, plongeant sous 1% pour la première fois depuis 5 ans. En 2014 déjà, la Chine avait visé une progression d'environ 7,5% du produit intérieur brut, mais sans y parvenir. La deuxième économie mondiale avait cru de 7,4%, sa plus faible performance depuis près d'un quart de siècle. Le gouvernement a pris acte ce jeudi de la situation. Il ambitionne désormais une progression d'environ 6% du commerce extérieur contre 7,5% visé en 2014 et une hausse de 13% des ventes de détail contre 14,5% l'an dernier. La ligne ferroviaire qui entoure Rangoon, la capitale économique de la Birmanie, est tellement vétuste que les habitants iraient plus vite à pied. Mais ce vestige de l'époque coloniale est au centre des plans de modernisation des transports de la ville, encombrés par la circulation automobile. Reportage. Le cauchemar quotidien des rues de Rangoon. En 4 ans, le nombre de voitures a explosé dans la capitale économique de la Birmanie. Alors, une partie des dizaines de milliers de personnes qui comptaient chaque jour sur les bus pour se rendre au travail, optent maintenant pour le train, un héritage colonial longtemps négligé. Avec le train, il n'y a pas de bouchon et cela permet d'économiser aussi beaucoup d'énergie. Je pense que cela serait encore mieux si les vieux trains pouvaient être remplacés. La ligne ferroviaire autour de Rangoon a été construite à l'époque de la colonisation britannique. Après l'indépendance de 1948, le réseau a été peu entretenu. Mais depuis 2 ans, de nouveaux trains climatisés ont fait leur apparition pour remplacer les anciens tout rouillés. Et cela semble porter ses fruits. Le mois dernier, nous avons vendu 4000 billets par jour pour la ligne circulaire autour de Rangoon. Ce mois-ci, nous en avons vendu 8000. Ces jours-ci, nous en vendons encore plus. Mais cette ligne ne dessert pas suffisamment de quartiers pour être la solution au problème de transport de Rangoon. Une nouvelle ligne de tramway est donc en cours de construction et des projets ont été lancés pour développer de meilleures lignes de bus et des feux de circulation. Dans le cadre de leur programme d'aide à la Birmanie, les agences de développement japonaises ont élaboré un plan directeur sur 20 ans pour améliorer la situation. Tout le monde, y compris les entreprises japonaises, le secteur privé, tout le monde est inquiet du manque d'infrastructures dans la ville de Rangoon, du manque d'électricité et du manque de transport. Les propositions des Japonais pourraient coûter des milliards de dollars, que le pays devra collecter grâce à des aides, des prêts, mais aussi à des partenariats avec des entreprises privées. Un défi de taille et une étape décisive pour la Birmanie. Passons à présent à la deuxième partie de ce journal de l'économie. Voici l'invité du jour.
Soléat est déjà sur ce plateau et avec elle, nous parlerons aujourd'hui du marché du pétrole. Soléat, bonjour. Bonjour. Dites-nous déjà comment s'organise le marché du pétrole. Le pétrole est une matière première, c'est une ressource naturelle, c'est une huile minérale extraite du sol et qui est composée de plusieurs éléments économiques. Il faut dire que le pétrole participe à notre économie industrielle contemporaine d'autant plus que c'est avec le pétrole qu'est fabriquée la majorité de nos hydrocarbures et les produits dérivés tels que les sacs plastiques, le caoutchouc et même les mèches des femmes. Le pétrole est négocié sur le marché boursier en termes de barils. Et un baril a une quantité d'environ 159 litres. Il faut dire aussi que plusieurs facteurs agissent sur le cours du pétrole sur le marché boursier. Okay. Nous avons par exemple les facteurs géopolitiques. Lorsqu'un pays producteur du pétrole, lorsqu'il y a la guerre dans un pays producteur du pétrole, le climat, parce qu'il faut dire aussi que ce sont des forages et lorsque la météo n'est pas favorable, la production est donc faible. Nous avons également les facteurs comme par exemple les facteurs sociaux, les facteurs économiques, parce qu'il faut dire que la consommation des pays émergents est vraiment forte et cela influe aussi sur la productivité et la rareté aussi. Parce que lorsqu'un produit se fait rare, le prix augmente. Il faut aussi dire que nous avons le facteur naturel puisque ce sont des gisements, ce sont des forages. À force d'épuiser sur cette ressource-là, la capacité de production diminue également et cela crée une augmentation du prix. Alors, le pétrole s'échange en bourse. Quelles sont les principales bourses où s'échange le pétrole? Comme principale bourse où s'échange le pétrole, nous avons donc le New York Mercantile Exchange, nous avons International Petroleum Exchange à Londres. Et voilà donc les deux principales bourses où s'échange le pétrole. Merci Soléat, vous restez avec nous. Nous allons revenir tout à l'heure, dans un instant, pour interpréter quelques tendances du marché boursier. Aujourd'hui, nous parlerons du cours du baril du pétrole aux USA et à Londres. Oui, tout à fait. Et donc, aux USA, le baril est à 51,16 $ avec une variation de plus 0,21%. Et le pétrole Brent à Londres, le baril est à 60,63 $ avec une variation de plus 0,08%. Et passons donc à l'Europe. Je vous propose aujourd'hui le DAX 30, qui est l'indice phare de la place boursière allemande. Nous avons 11 435 avec une variation de plus 0,40%. Il faut dire que cette performance positive-là est soutenue par l'optimisme des investisseurs face au fait que la BCE veut injecter massivement de l'argent dans la zone euro à travers le rachat des obligations. Merci Soléat pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes analyste financier au cabinet FMIS basé à Cotonou, au Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes toujours sur Sika et vous suivez actuellement la troisième partie de Sika Infomag, le magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité dans le monde et en Afrique. L'accord de paix et de réconciliation signé cette semaine entre le gouvernement malien et les groupes rebelles du Nord Mali sera-t-il viable sans la participation de la coordination des mouvements de l'Azawad? C'est la principale problématique débattue dans la suite, qui sera débattue du moins dans la suite de notre débat du jour. Mais ce sera juste après le flash d'information. En Côte d'Ivoire, le parquet général a requis ce mardi 10 ans de prison contre Simone Gbagbo, accusé de participation à un mouvement insurrectionnel, et 5 ans de prison pour Michel Gbagbo. Le fils de l'ex-président Laurent Gbagbo, l'ex-première dame, s'est montré impassible à l'énoncé des réquisitions. Au Mozambique, meurtre d'un universitaire franco-mozambicain critique du pouvoir. L'avocat et universitaire Gilles Sistak a été abattu par balle ce mardi en plein centre de Maputo, la capitale. Ce crime, condamné par le gouvernement, est dénoncé comme un assassinat politique par l'opposition dont il était proche. Au Burkina Faso, le président Michel Kafando a exhorté ce mardi ses compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales et à voter aux élections d'octobre prochain afin d'éviter de se voir imposer des dirigeants irresponsables. C'était au cours d'une cérémonie marquant le lancement de la révision des listes électorales dans le nord du pays. Quel avenir pour l'accord de paix signé cette semaine à Alger au sujet de la crise au nord du Mali? Nous retournons au débat, mais ce sera juste après ce générique. Nous sommes
sommes de retour sur le plateau de Sika Infomag avec nos deux invités. Il s'agit de Arimi Choubadé, il est éditorialiste et directeur de publication du journal Nokwe au Bénin. Et nous avons également sur ce plateau Guy Constant Eoumi, il est le président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin, toujours l'ODEM Bénin. Alors ma première question de retour sur ce plateau s'adresse à vous. Guy Constant Eoumi, à la fin du mois de mars, le gouvernement malien et les groupes armés doivent en principe se retrouver pour sceller cet accord de paix. Alors, quelles pourraient être les conséquences d'un probable refus des belligérants de l'Azawad de prendre part aux assises? Je pense que la conséquence serait tout simplement de constater l'échec de plusieurs mois de négociations. Et il ne faut pas pousser plus loin le bouchon. Il faut pouvoir se dire, ce sont les hommes qui se sont fixés la barrière de mars, mais il faut continuer de travailler jusqu'à ce qu'on puisse ramener tout le monde à la table et obtenir la signature de tous. Il ne faut pas forcer du tout. Est-ce qu'un refus implique une reprise de violence, des violences? C'est possible. C'est possible parce que si le refus va dans le sens que les rebelles qui refusent d'aller à la signature constatent qu'il y a des mesures pour les confiner au point de continuer sans eux, ce n'est pas évident qu'ils se taisent et qu'ils ne réagissent pas. Et il faut pouvoir tout faire pour sauvegarder cet intérêt. Je pense quand même que parfois, il faut pouvoir, comme on le dit dans un langage aussi familier ou terre à terre, savoir faire l'âne pour avoir le foin. Il faut que tout le monde s'occupe désormais de l'Azawad pour chercher à les amener à la table et savoir qu'est-ce qu'il faut le faire. C'est vrai qu'on peut trouver qu'ils tirent beaucoup plus. Qui doit faire l'âne? Le gouvernement. Le gouvernement doit affirmer son autorité, doit affirmer quand même... Non, on n'affirme pas l'autorité pour affirmer qu'ils ont reçu mandat du peuple pour gérer, pour maintenir l'intégrité du territoire malien. Ce même peuple n'acceptera pas de subir les contre-coups d'une nouvelle relance, d'une nouvelle guerre. Ça veut dire que pour l'intérêt de ce peuple, le gouvernement doit pouvoir travailler. Et je pense que les puissances telles que l'Algérie et la France doivent pouvoir s'asseoir et s'entendre elles-mêmes. Je crois que l'Algérie et la France ont beaucoup à jouer dedans. Leurs intérêts doivent pouvoir être minimisés par rapport à l'intérêt de la nation malienne. Arimi Choubadé, est-ce que vous pensez qu'on aura une reprise de violence au cas où la coordination d'un mouvement de l'Azawad refuserait de paraffer cet accord? Non, la reprise de violence elle n'est pas évidente parce que aujourd'hui c'est déjà la cohabitation. Chacun, l'Azawad gouverne l'Azawad. Oui, la cohabitation, juste le temps des négociations. Oui, vous avez la présence française qui est encore là, qui essaie de jouer aux forces tampons, donc il n'y a pas de risque comment on appelle, d'affrontement direct, peut-être quelques escarmouches ça et là, mais reprise générale des affrontements, c'est pas évident. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la France qui joue gros. Ça dit que s'il y avait l'accord, on pourrait commencer par envisager l'allègement du dispositif. Mais s'il n'y a pas d'accord, ça veut dire qu'on reste dans le statu quo et qui n'arrange personne. Puisque... Oui, mais le statu quo, il faut bien que cela puisse évoluer positivement ou négativement. Est-ce que vous pensez que les rebelles vont rester dans le statu quo et ne pas reprendre les armes? Non, non, mais on est déjà dans le statu quo. Ça m'étonnerait qu'aujourd'hui ils prennent les armes, puisqu'il faudrait à ce moment-là que la force d'interposition qui est présente puisse justifier comment est-ce qu'on a pu laisser les rebelles franchir par exemple des lignes pour atteindre les forces gouvernementales. Donc aujourd'hui, les troupes françaises, africaines qui sont en interposition entre les deux groupes pour qu'il n'y ait pas de confrontation. C'est pour, puisque actuellement il y a des sollicitations ailleurs, donc on ne peut pas être engagé sur plusieurs fronts. Il faut régler ça rapidement pour pouvoir se pencher sur d'autres crises. Vous avez vu, les mêmes pays sont impliqués, sont en train de s'impliquer justement dans la lutte contre Boko Haram. Dans la lutte contre Boko Haram, donc il faudrait par exemple qu'on puisse dégager des forces de l'autre côté. Mais justement, je veux rebondir justement sur la question Boko Haram. Est-ce que vous pensez que l'instabilité, si on n'arrive pas à avoir un accord au Mali, est-ce qu'on peut venir à bout à la crise Boko Haram? Puisque Boko Haram est l'une des conséquences de cette crise malienne. Oui, c'est ce que je disais. Si aujourd'hui, il faut aller à la paix pour qu'on puisse dégager les troupes pour aller
s'il n'y a pas de signature, s'il n'y a pas de signature, il est ça veut évident dire que nous aurons encore Boko Haram. Tout à fait, ça va être très compliqué pour les troupes engagées déjà. Vous avez vu l'implication de l'armée tchadienne au nord Mali. Il peut pas faire, le Tchad ne peut pas faire la même implication au nord Nigeria pendant qu'une partie de ces troupes sont encore stationnées au nord Mali. Et le coût humain, n'oubliez pas, le coût humain et le coût matériel pour tous ces pays-là. Donc forcément, aujourd'hui, pourquoi ça presse d'aller à la paix au nord Mali? Justement parce qu'il faut alléger le dispositif. C'est la même CEDEAO qui s'implique au nord Mali, c'est la même CEDEAO qui commence par s'intéresser de plus en plus à la question de Boko Haram. Et n'oubliez pas que même au Mali, il y a ces petits groupes, les forces négatives qu'on appelle les djihadistes, que chacun essaie de manipuler à tout moment pour faire monter les enchères. Alors donc si on ne finit pas avec cette instabilité, ça va être très compliqué de se concentrer sur d'autres parties de la région en ébullition. J'ai une interrogation. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette vulnérabilité des parties nord, de la partie nord de la plupart des pays africains? Outre le nord du Mali, on peut à loisir évoquer le nord du Nigeria avec Boko Haram. Pourquoi les rébellions partent toujours du nord des pays africains? Non, il n'y a pas que le nord. Au Soudan, c'est le sud, qui c'est. La majorité des pays africains. Oui, ça peut avoir une. C'est vrai que l'Azawad, le Niger, le nord, le Nigeria et tout ça, c'est presque les mêmes populations, la même zone. Les Touaregs sont très proches des Aoussa, Nigeria, et Tchad, Niger, tout ça. Donc on peut supposer, et puis c'est une zone fortement islamisée. Et donc les mouvements, les petits groupuscules que chaque puissance manipule à sa guise, parce qu'en réalité, ce n'est pas des gens qui revendiquent des territoires en tant que tels. C'est des gens qui sont dans des postures de... D'ailleurs, on ne comprend pas très bien leurs revendications. Certains disent qu'ils sont en train de se battre pour une religion. Et c'est très bizarre quand vous prenez des gars qui égorgent, qui disent qu'ils sont en train de faire de la publicité pour leur religion. Dans le même temps, ils ont des comportements les plus détestables. Donc on sait très bien quelle est la motivation. Est-ce que vraiment pour vendre... Et puis, ce qui est encore plus compliqué dans cette... C'est comme le nord Mali. On me dit que le nord Mali est menacé par l'islamisme, alors qu'ils sont déjà à près de 95% musulmans. Donc, lorsque vous rentrez dans ces méandres-là, vous avez des difficultés à appréhender. Donc, en réalité, ce sont des groupes que chacun instrumentalise à sa guise, selon qu'on a envie de faire bouger les lignes d'un côté ou d'un autre. Alors, Guy Conseil-Goubi, dites-nous, est-ce que vous voyez un lien entre l'instabilité au nord du Mali et l'instabilité dans la sous-région ouest-africaine? Je pense qu'il y a un mouvement qui, comme le disait tout à l'heure Arimi, a peut-être un relent lié aux personnes mêmes, à travers les islamistes. Je pense que c'est plus facile, c'est-à-dire la pénétration là semble être facile pour continuer cet effort-là entre ces populations-là. Or, vous savez, c'est-à-dire, moi je me demande un peu, quand je vois comment les Béninois vivent entre eux, que ce soit les chrétiens, les islamistes, les musulmans, tout ça, et je ne comprends pas. Et chaque fois que vous voyez cette migration de Boko Haram et autres là, vous constatez quand même que c'est des gens qui se réclament de l'islam. Je ne peux pas comprendre. Et comme on le constate, on ne sait pas ce qu'ils poursuivent vraiment. On ne peut pas quand même, il n'y a nulle part écrit que l'on puisse tuer son prochain pour défendre une religion. Il n'y a nulle part cela. Mais vous constatez quand même que des gens s'amusent à voir d'autres mourir. Vous voyez même certains qui prennent des corps tout le temps. Selon vous, les revendications dans le nord du Mali ont un lien avec l'instabilité que nous constatons aujourd'hui dans la sous-région. Bien sûr, ça a véritablement un lien. Et je pense peut-être qu'il y a un relent de recherche d'autonomie ou bien de volonté de puissance exacerbée auprès de certains qui veulent tenir des pouvoirs quelque part et qui recherchent à avoir une autonomie pour être puissance dont on doit tenir compte dans les débats au plan international, je ne sais pas trop. Alors justement, pendant qu'on y est, quelle est selon vous la position que doit avoir la presse? Vous êtes le président d'un organe de gestion de la déontologie dans la presse béninoise. Dans ces conditions, la presse malienne, la presse internationale, quelle doit être sa position? Voilà l'Azawad qui réclame son autonomie depuis 1958 et le gouvernement malien qui refuse et qui met devant l'intégrité territoriale.
Quelle doit être la position de la presse? La position de la presse doit être un véhicule d'information de part et d'autre. En principe, la presse ne doit pas avoir de parti pris. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est des citoyens, c'est des êtres humains qui, normalement, devraient pouvoir faire un travail. Le travail du journaliste, c'est beaucoup plus un sacerdoce pour accompagner le développement de tout État. Et à partir de cet instant, je pense que les journalistes doivent pouvoir d'abord privilégier les faits. Dans leurs commentaires, je crois qu'ils doivent avoir le souci du scrupule, c'est-à-dire faire tout pour que, à chaque fois qu'ils interviennent, que ce qu'ils disent ne soit pas pour renchérir d'un côté ou de l'autre les récriminations, les idées de guerre, mais plutôt, parce que quelque part, vous savez, dans notre code, à nous par exemple, on nous dit que les informations susceptibles d'entraîner des crises et autres, là, il faut s'abstenir ou utiliser les formes professionnelles requises. Est-ce que vous pensez qu'un journaliste situé dans l'Azawad peut avoir le même commentaire, les mêmes interprétations qu'un journaliste situé à Bamako, où il y a le gouvernement ivoirien? C'est là que nous disons, quelle que soit votre religion, le journaliste doit pouvoir se mettre au-dessus de tout. C'est vrai qu'il faut pouvoir avoir des penchants, mais je ne pense pas que le travail que l'on doit faire là doit pouvoir être un travail de façon rangée. Le journaliste, en principe, il peut avoir des penchants pour certaines personnes, mais il ne joue pas à la politique, il ne joue pas à la religion, il ne fait pas la promotion. Sinon, chacun de nous devait pouvoir se mettre à promouvoir sa religion et je ne pense pas ce que les autres pourront dire. Et je pense quand même que l'État, quel que soit ce qu'on dit, l'État est laïque au Mali. Ça veut dire que les journalistes doivent pouvoir faire un travail de façon à ce que de l'un ou de l'autre des camps, on doit pouvoir les sentir comme des personnes qui jouent plutôt un rôle responsable. La responsabilité sociale du journaliste doit pouvoir transcender tout ce que nous pouvons avoir comme élément de camp ou de rangement, ainsi de suite. Je pense que s'ils le font comme ça, ils seront vus de la même façon de part et d'autre. Mais s'ils se rangent d'un côté ou de l'autre, c'est vrai qu'ils mettront eux-mêmes en difficulté, en péril et même leur propre sécurité. Parce que quand ils vont se retrouver sur un terrain de reportage, d'autres peuvent les prendre à partie parce qu'ils se disent qu'ils prennent position pour tel ou tel camp. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez certainement un mot de fin. Oui, mon mot de fin, c'est d'appeler toutes les puissances étrangères qui accompagnent l'Afrique de pouvoir accompagner l'Afrique à vraiment vivre en paix. Et que les Africains aussi puissent se dire les intérêts qu'ils vont chercher en s'abordant les autonomies de leur pays et autres là, qu'ils sachent raison garder. Et que la presse aussi puisse accompagner ce processus-là de façon à ce que nous ayons beaucoup plus des éléments de paix et qu'on réfléchisse vraiment au développement de nos pays. Il faut arrêter parce que si on crée des tensions et que nous-mêmes nous les alimentons, ce n'est pas bon pour la prospérité de nos pays. Arimé Choubadé. Oui, je crois que là, nous sommes beaucoup plus dans l'information de guerre, donc de la manipulation et de la propagande. Vous ne pouvez pas vous lever et rentrer dans une zone de guerre sans l'approbation des belligérants. Et cela dépend, vous avez vu, on a des journalistes qui ont été incorporés sur des chars d'assaut pour aller couvrir l'événement. Je les vois très mal en train de faire du direct pour parler mal de la troupe qui les a transportés. Vous avez vu, moi j'étais sidéré par Laurent Fabius, à la tribune de l'ONU pour les preuves que l'armée syrienne utilisait des bombes, des armes non conventionnelles pour lutter contre sa population, avait exhibé, comment vous appelez, des reportages de confrères de Le Monde. Et dès le lendemain, le bâtiment qui habitait les journalistes a été bombardé en Syrie. Donc aujourd'hui, lorsque vous êtes en guerre, les informations, on sort du classique. On rentre dans la propagande, on rentre dans l'information de guerre. Et n'oubliez pas, quand il faut aller dans l'Azawad, la France a fait le blocus, le blackout. On attendait que RFI France 24, c'est-à-dire le Quai d'Orsay. Alors, donc là, l'information, on peut dire qu'elle est contrôlée. Vous avez vu même ces chaînes-là ont payé le lourd tribut dans cette région. Parce qu'à des moments donnés, comment l'appelle-t-on, ils sont devenus presque des belligérants. Ça s'est passé également en Libye, où les Libyens pensaient que c'était les journalistes qui faisaient les indices pour les frappes de la coalition. Donc, en période de guerre, vous savez, les journalistes, tout à fait, c'est vraiment difficile. C'est les belligérants qui mènent l'information. Ce sont eux qui manipulent tout le monde. Et c'est leur information, leur point de vue qui passe.
Voilà, nous sommes à la fin donc de ce numéro de Sika Infomag. Merci à Rémi Choubalé, merci Guy Constant et Oumi. Madame, Monsieur, ce sera tout pour Sika Infomag. Mais avant de partir, je vous invite à suivre cette bande-annonce. C'était Sika Infomag, votre rendez-vous sur Sika. Demain est un autre jour pour relever de nouveaux défis. Portez-vous bien. À demain donc pour un autre numéro de Sika Infomag.